Sachet, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Fa'a to the Top. Alors nous sommes ici avec Tetou Ahau. On va pendant quelques minutes donc essayer de discuter, découvrir un peu qui est Isabelle Sachet et quel est le lien qui l'unit depuis maintenant, on ne demande pas l'âge des femmes, mais depuis quelques années à cette belle commune de Fa'a. Yorana à tous les deux. Yorana également à toute la population de Fa'a et puis je remercie Radio Tefana de m'avoir invité. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton background familial et donc un peu nous décrire tes racines fa'aïennes? Alors en fait, je suis née d'un père né en France, en Normandie, et d'une maman polynésienne qui est née à Fa'a. Voilà, j'ai moi grandi à Pirée. Et c'est à l'âge de un peu plus de 18 ans, presque 19, que moi je suis revenue m'installer sur Fa'a, sur les terres, on va dire, de mes ancêtres. Donc on va dire maintenant, ça fait 40 ans que je suis à Fa'a et je me sens complètement bien fa'aïenne. Que fait Isabelle Sachet à 18 ans à Fa'a? Oui, alors Isabelle Sachet se marie très vite, bien avant 19 ans. Et à ce moment-là, je fais mes études à l'école normale. Parce que déjà très petite, dès l'âge de 8-10 ans, je savais déjà que je voulais être enseignante. Donc j'ai donc suivi mes deux années à l'école normale d'études. Dès la fin de l'école normale, donc j'ai commencé ma carrière à Pinay et ma directrice d'école, ma première directrice d'école a été Madame Carlson. Alors je fais 5 années à Pinay et rapidement j'ai dû partir aux Marquises puisque mon mari avait été appelé à être subdivisionnaire de l'équipement aux Marquises où nous sommes restés 2 ans. Et donc là déjà à ce moment-là nous avons 2 enfants, Manutea l'aîné et Mihimana qui a 8 mois au moment où nous partons. Donc aux Marquises, nous sommes restés 2 ans pour ensuite aller aux îles Australes. Donc mon époux était basé à Tubuai et moi, que ce soit aux Marquises ou aux Australes, j'étais enseignante. Et c'est aux Australes, à Tubuai, que je deviens directrice d'école à l'âge de 28 ans. J'ai la direction de l'école maternelle que je vais tenir jusqu'à ce que je quitte Tubuai, donc 7 ans après. Et donc, quand il a fallu revenir, eh bien évidemment, on postule à des postes quand on est dans l'enseignement. Et immédiatement, je demande Fa'a, bien sûr. Et je demande, la première école que je demande, c'est l'école Veroti. Et donc, revenue sur Fa'a, j'ai enseigné en tant que directrice d'école 15 ans à Fa'a jusqu'à mon départ à la retraite. Pourquoi plus le niveau primaire pourquoi pas le niveau secondaire? Alors, il est vrai qu'à mon retour des Australes, des îles, quelques temps après, j'ai décidé de reprendre mes études. Mais j'ai décidé de me lancer ce défi, de travailler tout en étant directrice d'école, aller prendre des cours le soir quand on peut, échanger les cours avec les jeunes étudiants. Donc tu décides de reprendre les études, directrice d'école, femme active, avec des enfants, tout un programme, et c'est des études de quoi? Alors j'ai décidé de faire des études de lettres, parce que les lettres m'ont toujours intéressée. Et puis j'ai également préparé le certificat de didactique de la langue française, et donc j'ai fait les deux en même temps. Les deux en même temps, ça a été très 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 dur, physiquement parlant, parce qu'il fallait continuer à assumer l'école, la direction de l'école, puis on sait que dans l'éducation, on travaille vraiment beaucoup. Et c'est vrai que en zone d'éducation prioritaire, il fallait vraiment se donner à fond. Donc je vais dire que pendant 3 ans, j'ai rêvé de sommeil. J'avais besoin de repos. Mais je l'ai fait et avec moi, grand bonheur, j'ai entraîné 7 de mes 9 institutrices. Aujourd'hui, ces institutrices qui sont pour la plupart toujours à l'école Verotia,
sont diplômés. J'en ai une par exemple qui est capétienne en Réo Maori, une autre qui a le doc de Réo Maori mais qui s'est arrêtée, d'autres ont obtenu le CAPES en anglais et sont aujourd'hui professeurs dans le secondaire. Enfin, vraiment, il y a eu une émulation dans l'école qui n'a jamais freiné vraiment le travail de l'école, et en même temps, je veux dire, quand les maîtres se forment, ça n'est profitable qu'aux enfants aussi. Donc les enfants ont beaucoup profité de cela. On était une équipe qui travaillait tout le temps, on va dire. C'est là où je dis que quand on veut, on peut. Même quand c'est difficile, bon, il ne faut pas baisser les bras, il faut s'accrocher et il faut toujours s'en tenir à l'objectif qu'on a mis devant soi. Alors c'était vraiment une entente familiale pour que je puisse moi y arriver. Et donc pour répondre à ta question, pourquoi le primaire plutôt que le secondaire? Une fois que j'ai eu ces diplômes, je me suis posé la question, alors maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu vas au secondaire ou tu restes au primaire? Et finalement, je n'ai pas eu à réfléchir beaucoup. Le primaire m'a toujours appelé. C'est en maternelle en plus que tout commence pour l'enfant. Ça doit commencer déjà dans la cellule familiale, mais quand on arrive à l'école maternelle et qu'on peut avoir à bénéficier de l'enseignement d'enseignants qui sont vraiment compétents, eh bien je pense que c'est à la maternelle qu'il faut mettre tout ce qu'on peut mettre en fait. Il y avait aussi ce challenge qui me retenait sur FAAA. FAAA, voilà, I love FAAA. Et donc, j'avais en moi cette volonté que nos élèves de FAAA y arrivent, parce qu'à Verrotia, en zone d'éducation prioritaire, eh bien, fort précisément, j'avais affaire à des élèves de milieux sociaux très défavorisés. Donc avec des familles qui ont beaucoup de difficultés, aussi bien sociales qu'éducatives, au niveau de la santé. Donc ça a vraiment été un grand challenge pour cette équipe pendant 15 ans. Et nous avons réussi. Nous avons réussi, je peux le dire. Des inspecteurs de l'éducation nationale sont venus à l'école Verrotia, à FAAA, dans nos classes de Verrotia pour voir comment ça se passait. Et en section des grands, les élèves étaient déjà capables d'ouvrir la dépêche et de savoir que là on parle de la météo, là c'est la télévision et là il est écrit ci et voilà telle date et telle date. Donc on avait fait le travail qui est attendu de nous à la sortie de la section des grands avec des élèves qui étaient issus de familles modestes. Donc c'est là où vraiment j'appuie sur le fait que ce n'est pas parce qu'on est issu de foyers modestes qu'on ne peut pas réussir. Au contraire, il suffit simplement de donner la volonté à l'enfant, de lui montrer l'estime de lui-même, de le valoriser tous les jours. Et en cela, nous avons également besoin des parents à la maison, qu'ils valorisent l'enfant, qu'ils se tiennent au courant de qu'est-ce que tu fais à l'école aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris. Et puis déjà, à cette époque, j'ai mis en place avec mon équipe ce qu'on appelait les vendredis portes ouvertes. Et donc, une fois par mois, ou non, le dernier vendredi de la période scolaire, les parents étaient reçus à l'école et j'avais tout un programme. Premier temps, c'était j'apportais aux parents ce dont je voulais discuter avec lui, l'importance de la famille, les parents, les règles que l'on doit faire vivre aux enfants à la maison, la communication, laisser la parole à l'enfant, lui laisser sa place, l'aider à prendre sa place dans le foyer. Et puis on parlait également de ce qui se passe à l'école, les apprentissages, le carnet de suivi de l'enfant qu'il fallait leur présenter. Donc moi, je faisais toute cette partie-là. Et donc, l'une de mes institutrices m'accompagnait toujours pour faire les traductions en tahitien si c'était nécessaire. Mais ce moment-là était fantastique parce que je me sentais très très proche des parents qui du coup n'avaient plus peur de la directrice un peu pauvre. Donc tout s'est vraiment bien passé. Ensuite, ils rejoignaient la classe de leur enfant et ils allaient participer à une activité avec leurs enfants. Alors là, moi, c'était le moment où je me promenais dans les classes, c'était du pur bonheur, parce qu'il fallait voir les yeux des enfants, mais illuminer le visage, illuminer les yeux,
plein de bonheur de voir mon papa est venu. Mon papa a pris une matinée de congé et je signais régulièrement des fiches aux parents pour prouver à leur employeur qu'ils étaient bienvenus à l'école pour assister à ces activités-là. Et la troisième partie de la journée, de la matinée, elle était réservée à des petits spectacles qui se faisaient ou par palier ou toute l'école ensemble. Et donc c'était pour montrer aux parents le résultat du travail que les classes avaient fait pendant 6 à 7 semaines. Donc les enfants allaient déclamer un poème, chanter, danser, présenter une histoire. Bref, c'était vraiment le travail qui avait été fait durant toute la période qui était présenté aux parents. Et ça a fait venir les parents, mais à chaque rendez-vous, ils étaient là. Donc ça m'a fait dire que quand les parents s'intéressent à ce que leur enfant fait, forcément l'enfant fait des progrès. Et je me souviens que je disais toujours à mes enseignantes, si nos élèves avaient encore un petit peu plus d'attention de la part de leurs parents, ils crèveraient le plafond au niveau des résultats scolaires. Parce que bien qu'ils étaient issus d'un milieu social défavorisé, mais ils avaient en section des grands des taux de réussite élevés à l'école Verrotia. Donc voilà, j'ai pris ma retraite avec beaucoup de difficultés. Ça a été dur de quitter les élèves, de quitter mon équipe d'enseignants, mais bon, voilà, il a fallu... Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, en effet. Arrive le moment de la retraite. Oui. Alors que tu avais initié toutes ces actions, vraiment on sent la passion pour l'éducation, pour les enfants. Et donc arrive ce moment de la retraite. Mais on va revenir un peu en arrière et on sent la professionnelle qui parle, passionnée d'éducation. Mais quand on a 18 ans, on vient de revenir sur Faha, on est sur le point de se marier. À l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, comment est-ce qu'on se distrait sur Faha? Quelles sont les distractions d'une jeune femme de 18 ans à l'époque sur Faha? Ah bien, mes distractions, elles étaient toujours avec mon époux en fait, parce que je me suis mariée, je n'avais même pas 19 ans, et donc on faisait du windsurf, on allait pique-niquer, on allait marcher, on invitait des amis à la maison, on était invités chez des amis, et puis on passait beaucoup de temps aussi avec notre famille, surtout celle de ma maman, enfin de mes parents, puisque ceux de mon époux étaient en Calédonie pendant un moment. Donc, chez moi, dans ma famille, la famille a toujours eu une très très grande importance. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ma maman s'arrange toujours pour organiser les tamaras de famille, mais je dis bien la famille élargie, avec tous les cousins de la famille, les ukulélés. Là, entre nous, on dit nous avons une répétition dimanche, telle date. Et donc, quand on dit on a une répétition, ça veut dire on a tamara à Brenne, quoi. Alors moi, c'est vrai que dans ces moments-là, j'aime écouter mes cousins chanter. C'est grâce à ça aussi que j'ai pu rentrer un peu plus dans la langue, dans le tahitien, que je ne maîtrise pas réellement. Mais c'est vraiment cette cohésion au niveau familial qui est importante pour nous. Et puis, oui, bien, à ce moment-là, j'aimais aussi beaucoup la mode. La mode, j'aime toujours, mais c'est vrai que je regardais à droite à gauche. Et puis, mon grand passe-temps, ça a toujours été la lecture. Alors, la lecture pédagogique, mais aussi beaucoup la lecture en psychologie, en développement personnel, parce que avant de choisir mon métier d'enseignante, lorsque j'étais en terminale, j'avais hésité entre 3 choses. C'est être psychologue, être professeur de musique, piano, orgue, ou être enseignante à l'élémentaire primaire. Donc voilà, et puis professeur d'espagnol, anglais. Donc finalement, je suis revenue sur un des choix, donc qui était institutrice à l'école primaire. Et finalement, tu fais un peu l'étron, un peu la brègue. Un petit peu la Très intéressée par la psychologie et puis les méthodes d'éducation. Oui. Et
toujours. La lecture. Oui, et je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je serai toujours pédagogue, je pense. Alors, le temps de la retraite arrive. Qu'est-ce qu'on fait après avoir eu une vie active, aussi active que la tienne, quand on est le lendemain du pot de départ à la retraite, on se retrouve à la maison et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien déjà, les premières semaines et on va même dire les premiers mois, on se pose et on se dit, mince, qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce que je vais faire maintenant de toutes mes journées? Donc je suis toujours restée en relation avec mes enseignantes, hein, parce qu'il faut avouer que la séparation a été difficile. Hein. Donc on a continué plus ou moins à travailler un peu ensemble. Elle m'appelait, comment on fait ci, et là tu nous avais dit qu'on pourrait faire comme ça. Donc je continuais un peu à avoir des relations avec elle au niveau pédagogique, mais en même temps je vous avouerai que j'ai pris un peu plus de temps pour moi. Donc il a fallu que je prenne du temps pour ma santé. Et puis, eh ben, c'est là où je me suis donné beaucoup plus encore pour le Faramétois que j'avais déjà mis en place en 2001. Donc, quand j'étais toujours directrice d'école. Alors, qu'est-ce que c'est que le Faramétois? On est aujourd'hui dans les locaux du Faramétois, qui nous accueille ici. En quoi est-ce que ça consiste? Comment c'est né et quel est le but du Faramétois? Alors, en 2001, donc lorsque j'étais toujours directrice d'école, à l'école Berrotia bien sûr, j'apprends par une amie qu'elle va partir au Canada, passer 15 jours avec une autre de nos amies, et donc elle m'invite à les accompagner. Donc, à l'Institut de formation intégrale, humaine intégrale de Montréal. Et donc, évidemment, j'étais à un moment où j'étais à la recherche de nouvelles choses pour l'école Berrotia, parce qu'on avait beau travailler comme des folles, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'avançait pas. Et donc, je dis, j'y vais. Donc, je prends un moment, 15 jours de vacances, sur mes vacances, et je pars au Canada en me disant, je vais sûrement trouver quelque chose. Là-bas, Médéric Bernardino était installé. Il avait également travaillé dans des écoles et il m'avait dit, je pense que tu pourras trouver des réponses. Donc je suis allée 15 jours à Montréal dans cet institut. J'ai appris énormément de choses. Je suis rentrée au bout de 15 jours, j'avais une tête pleine. Et c'est là-bas que j'ai compris qu'on ne donnait pas assez de place encore, malgré ce qu'on faisait déjà dans notre école, à la parentalité. Et il y a des compétences qu'on appelle les compétences transversales qu'on ne travaillait pas assez. Et les compétences transversales, c'est quoi? Apprendre à l'enfant qui tu es, d'où tu viens, comment s'appelle ton papa, et tes frères, et tes sœurs, et tes oncles, où est-ce que tu habites, est-ce que tu es fier de toi-même. En fait, c'est ça les compétences transversales. Et chez moi, ça a fait tilt. Donc 15 jours passés à Montréal, retour ici, un constat sur des manques au niveau de la parentalité et des compétences transversales. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Et donc, il en ressort qu'au niveau déjà de l'équipe pédagogique, on a mené un travail beaucoup plus en profondeur sur justement ce volet des compétences transversales. Et on a vu que forcément, ça a donné des fruits. Parallèlement à cela, Médéric Bernardino m'appelle quelques temps après pour me demander est-ce que tu voudrais bien t'occuper de monter le Faramétois à AA. Je vous dis tout de suite, même pas une seconde, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui. Parce que je me suis dit qu'on en avait vraiment besoin à FAA. En fait, le Faramétois, qu'est-ce que c'est? D'abord, le nom de l'association, c'est Métois Etenoteora, parents, berceau de la vie. Ça veut tout dire. Ça veut bien dire que l'enfant arrive au monde dans une famille. Il est issu d'un papa, d'une maman, que ce papa, il a une histoire à lui, que cette maman, elle a une histoire à elle, et les deux ensemble, ça fait un enfant qui forcément démarre la vie avec en lui ces deux histoires. Et puis cet enfant va recevoir une éducation qui
petit à petit va faire de lui ce qu'il est à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 50 ans, à 60 ans. Donc en fait, le Phare Émétois, c'est une association loi 1901, mais dans laquelle nous travaillons pour la croissance humaine. Quand on vient au Phare Émétois, c'est pour apprendre des choses. Il y a des personnes qui viennent, ne savent pas trop qu'est-ce qu'on va faire au Phare Émétois. Ah d'accord, c'est pour la croissance humaine, ah, on va apprendre à mieux se connaître, je viens. Je viens parce que j'ai toujours quelque chose à apprendre. Et moi, aujourd'hui, après des années de Phare Émétois et de psychologie, de psychoéducation, je vais encore à des formations, moi, pour apprendre plus. Dernièrement, je suis allée en Nouvelle-Zélande au mois de juillet pour faire une formation et voir si je pouvais encore apprendre quelque chose à partager avec les personnes qui viennent au Phare Émétois. On n'a jamais fini d'apprendre sur l'autre, sur soi-même. Donc, on peut aussi venir au Phare Émétois par curiosité et pour se dire, eh bien, je vais apprendre encore plus sur l'être humain. Et sur moi-même, bien sûr. Donc, voilà. Alors Isabelle, on n'est pas sûr de discuter avec toi. L'émission touche à sa fin. Je retiendrai une phrase de ce que tu viens de dire. On n'a jamais fini d'apprendre. Et j'espère que cette émission a permis à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, d'apprendre à mieux te connaître. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses. Et la première des choses, c'est que tu es une femme passionnée par ce qu'elle fait. Voilà, donc on te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et on espère que beaucoup de gens, suite à cette émission, viendront s'informer pour voir un peu ce que fait le Phare Émétois et en apprendre plus sur eux-mêmes. Voilà, bien, tant mieux s'ils viennent. Et le téléphone, c'est 288 001 avec 87 devant. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Malheureusement.